Durant les deux dernières séquences, nous avons abordé la notion d'atome, de molécules et parlé de la composition de l'air. Eh bien, je te propose dans cette troisième partie de réunir l'ensemble de tes connaissances pour voir comment représenter la matière et comment expliquer les propriétés des différents états de la matière, solide, liquide, gaz, que nous avons vus en classe de 5e. Tu laisseras dans ton cahier la trace écrite de l'ensemble de ce que nous allons voir ici. Pour cela, deux solutions. Soit tu notes directement ce qui s'affichera à l'écran au fil de mes consignes, ou tu peux également imprimer la feuille que je vous mettrai en pièce jointe, la coller, et bien sûr la compléter au fur et à mesure. Donc pour commencer, tu vas noter dans ton cahier le titre, mettre la vidéo en pause, le temps de le faire, et nous allons continuer tout de suite après. Lors de notre dernière séquence, nous nous sommes intéressés à l'air et à sa composition. Alors, qu'est-ce que l'air? Nous y avons répondu. L'air, c'est bien sûr un mélange. Un mélange de quoi? Un mélange de deux gaz, le dioxygène, qui représente 20% de l'air qui nous entoure, et le diazote, qui représente 80%, soit 4/5 du diazote qui nous entoure. Et bien, ce que je te demande, c'est que dans l'Erlenmeyer, qui est la verrerie représentée juste devant toi, tu vas représenter de l'air. La seule légende que je t'impose est la représentation des molécules de dioxygène, 2 boules rouges, et les molécules de diazote, 2 boules bleues. Je t'invite à mettre la vidéo en pause et à jouer le jeu, c'est-à-dire à représenter par toi-même de l'air à l'intérieur de ce flacon. Ne triche pas, n'avance pas, mets bien ta vidéo en pause, car à la prochaine diapositive, tu auras la correction. Tu vas maintenant pouvoir comparer ta production à la correction. Alors, une solution, car il y en a plusieurs, est de représenter l'air de la façon suivante. Une molécule de dioxygène et 4 molécules de diazote. Finalement, peu importe le nombre global de molécules. Ce qui est important, puisque c'est de l'air, c'est de respecter la bonne proportion de chaque gaz. Donc, pour chaque dioxygène, donc les deux boules rouges, tu dois représenter 4 molécules de diazote. Donc, tu peux l'avoir fait comme c'est ainsi affiché devant toi, mais également en mettre le double, c'est-à-dire 2 dioxygènes pour 8 diazotes, ou même le triple, le quadruple, peu importe. La seule chose qui importe pour savoir si ce que tu as fait est juste, c'est est-ce que pour chaque rouge, il y a 4 bleus. Si besoin, tu peux maintenant mettre la vidéo en pause, le temps de corriger ce que tu as dessiné dans le flacon. Si ce que tu as dessiné convient et que tu n'as pas de correction à faire, tu peux laisser défiler la vidéo pour passer à la partie suivante. Nous avons vu en classe de 5e que l'action de la poignée de frein peut se transmettre sur les étriers et sur les plaquettes de frein avec un liquide qui est contenu dans les tuyaux. Alors on a choisi de mettre dans les tuyaux un liquide et non pas un gaz pour une bonne raison, c'était l'objet de ce que nous disions en classe de 5e, c'est que un gaz peut être comprimé, c'est-à-dire prendre moins de place, ou détendu et prendre plus de place. Si on freinait avec un gaz dans les tuyaux et non pas un liquide, eh bien l'action du frein serait quasi inexistante sur les plaquettes de frein, puisque le gaz se comprimerait et que l'effet de serrage sur les plaquettes serait très faible. Alors ce que je te demande maintenant, c'est justement de représenter un gaz, non pas un liquide, mais un gaz pour voir comment il se comporte dans une seringue, ce qui est un petit peu l'équivalent d'un piston que l'on pourrait trouver sur un système de freinage. J'ai représenté de l'air, en représentant 4 bleus pour 2 rouges dans la seringue du haut. Au total, il y a 2 rouges, 8 bleus. Je te conseille de représenter exactement la même quantité. Ce que je te demande, c'est de compléter les 2 seringues juste en dessous. Donc, si besoin, tu recopieras les seringues, c'est plutôt simple à recopier de manière simplifiée, et tu vas rajouter les molécules de dioxygène et de diazote nécessaires dans les 2 seringues juste en dessous. Je t'invite maintenant à mettre la vidéo en pause, le temps de faire ce travail, ne triche pas, sinon tu auras la solution sous les yeux, et tu compareras ensuite ton résultat à la correction. Alors que fallait-il représenter dans les 2 seringues restantes? Eh bien exactement la même chose que dans la seringue du haut, c'est-à-dire le même nombre de molécules. On voit que la seringue est bouchée à l'avant par un doigt, à l'arrière par le piston, et que donc l'air contenu dans la seringue ne peut pas s'échapper, et bien sûr, il n'y a pas d'air qui va pouvoir rentrer dedans. Donc il faudra représenter dans les 2 seringues restantes la même quantité. Le piège dans lequel il ne fallait pas tomber était d'en dessiner un petit peu moins dans la deuxième et un petit peu plus dans la troisième parce qu'il y a plus de place. Je te laisse maintenant le temps de mettre la vidéo en pause pour corriger si besoin, et si tu n'as pas besoin de corriger,
eh bien, tu pourras passer à la suite en ajoutant la conclusion en rouge. Lorsqu'un gaz est comprimé ou détendu, le nombre de molécules ne change pas. Mets la vidéo en pause et recopie ce qui est nécessaire. Dans une dernière partie, nous allons maintenant nous intéresser aux différences entre les différents états physiques de l'eau. Alors, première question, combien y a-t-il d'états physiques de l'eau présents actuellement à l'écran? Je te laisse 2 secondes de réflexion. Il y en a 1, 2, 3 bien sûr, puisqu'il y a l'état solide, l'iceberg, il y a l'état liquide dans l'eau liquide, dans la mer, et bien sûr, n'oublions pas la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère, donc le gaz. Et bien en classe de 5e, nous avons vu pour ces 3 états différentes propriétés. Par exemple, on a vu qu'un liquide prendra toujours la forme du récipient. Ici, le liquide prend bien la forme du verre dans ce cocktail. Un solide a ce que l'on appelle une forme propre, c'est-à-dire qu'il ne se déforme pas, il a sa forme à lui. Enfin et pour finir, un gaz, qui peut être comprimé et détendu comme on l'a vu, prendra en plus tout l'espace disponible. C'est pour cela, par exemple, qu'une odeur a tendance à se propager et que quelque chose qui sentirait mauvais, comme une bombe puante qui serait déposée à un endroit d'une salle, sentirait jusqu'à l'autre bout de la salle et voire même au-delà. Et bien ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de comprendre et de modéliser ces états physiques, voir pourquoi, qu'est-ce qui change au niveau de la matière, quelle différence entre de l'eau liquide et de l'eau solide, et pourquoi cette différence de propriété. Un prérequis d'abord, de l'eau par exemple, restera toujours de l'eau, c'est-à-dire de l'eau qu'elle soit sous forme liquide, sous forme de vapeur ou sous forme solide, ne sera toujours constituée que de molécules d'eau. Ce sont donc les mêmes particules qui vont composer cette eau. Alors pourquoi, selon son état, elle a des propriétés différentes? Eh bien pour le comprendre, il faut dessiner les choses. Alors, par souci de simplification, nous n'allons pas dessiner les molécules avec leur forme réelle, on va dessiner simplement des petits ronds, c'est-à-dire que chaque molécule sera représentée par un rond comme si c'était un simple atome. Cela ne changera rien à la compréhension et permettra de représenter beaucoup plus facilement pour nous les choses. Alors, il y a 3 modèles possibles. Je ne vais pour l'instant pas te dire à quel état correspond chaque modèle. Dans un premier modèle, les particules sont bien rangées, bien organisées et très compactes. Dans un second modèle, les particules sont toujours plutôt compactes, mais on le voit un petit peu moins bien rangé, ce qui permet un mouvement un petit peu plus facile entre elles. Alors, il ne faut pas penser que dans la première représentation, dans celle-ci, parce qu'elles sont dessinées strictement immobiles, les atomes sont strictement immobiles. En réalité, ils vibrent toujours un petit peu, il y a un tout petit mouvement, évidemment imperceptible à l'œil nu, mais on peut le modéliser comme ça. Et puis, dans une troisième représentation, dans un troisième modèle, eh bien, on a des particules beaucoup plus espacées et en mouvement beaucoup plus important les unes par rapport aux autres. Eh bien, je vais te demander d'essayer, pour l'instant, pour toi, dans ta tête, d'attribuer un modèle à chaque propriété. Alors, commençons par la première propriété, celle d'un gaz. Un gaz prend tout l'espace disponible. À ton avis, il peut être également comprimé et détendu puisqu'il prend tout l'espace disponible. À ton avis, lequel des 3 modèles pourrait correspondre à un gaz? Eh bien, si nous procédons par élimination, on voit que les 2 premiers modèles, les 2 les plus à gauche, sont des modèles plutôt compacts. Dès lors, est-ce que tu penses que ces modèles peuvent être comprimés? C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur faire prendre moins de place? La réponse est non. Donc le modèle gazeux, c'est un modèle qu'on va pouvoir comprimer. C'est celui qui reste actuellement affiché à l'écran. Et de par le mouvement des particules, tu comprends maintenant aisément pourquoi un gaz va prendre tout l'espace disponible, puisque les particules de gaz sont en mouvement plutôt facile, elles sont très agitées, et donc elles vont s'éparpiller beaucoup plus. En même temps, il y a beaucoup de place entre elles, donc elles vont pouvoir se compacter très facilement. Tu as devant les yeux le modèle d'un gaz. On continue maintenant avec un solide. Eh bien, même raisonnement que tout à l'heure, donc essaie de le faire dans un premier temps pour toi. À ton avis, lequel des 3 modèles à l'écran va pouvoir représenter le solide et correspond aux propriétés du solide? Alors, il y en a un qu'on peut d'emblée éliminer, bien sûr, c'est le gaz, puisque nous l'avons déjà utilisé dans la représentation du gaz. Il en reste donc 2. L'un bien compact, bien rangé, l'autre avec des particules qui peuvent bouger un petit peu les unes par rapport aux autres. Alors à ton avis,
laquelle des deux structures va donner quelque chose de solide, quelque chose qui ne se déforme pas. Et bien là encore, c'est plutôt simple, puisque pour que ça ne se déforme pas, il faut une structure qui tienne bien ensemble. Et bien, pour que cette structure tienne bien ensemble, nous allons avoir une structure compacte, rangée, organisée. Dans cette structure-là, les particules ne pourront pas bouger les unes par rapport aux autres. Le solide va garder sa forme à lui. Il a ce que l'on appelle une forme propre. Et maintenant, pour le dernier, et bien pour le liquide, c'est facile. Il reste le dernier modèle, celui des particules compactes, ce qui fait qu'il n'est pas compressible. On ne peut pas les compacter davantage, mais comme elles ne sont pas très bien rangées, eh bien elles peuvent bouger légèrement les unes par rapport aux autres, et c'est ce qui va donner au liquide la propriété de pouvoir prendre la forme du récipient, puisque telles des grains de riz dans un verre, les particules d'eau, les molécules vont se déplacer les unes par rapport aux autres pour prendre la forme précise du récipient. Donc finalement, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 3 états. Eh bien oui, il y a 3 états. Et quelle est la différence entre ces 3 états? Ce n'est pas les particules elles-mêmes qui changent, c'est juste leur organisation, la manière dont elles sont rangées. Elles sont rangées de manière compacte, bien organisées à l'état solide, compacte mais moins bien organisées à l'état liquide, et dispersées, totalement agitées à l'état gazeux. Eh bien, c'est ce que je te propose à présent de noter dans la leçon. Alors, tu vas noter le titre, et tu vas faire 3 colonnes. Une colonne A pour l'état solide, une colonne B pour l'état liquide, et une colonne C pour l'état gazeux. Et tu vas y reproduire, le mouvement en moins bien sûr, les 3 modèles, le modèle compact bien organisé, compact un peu moins bien organisé, et l'état gazeux totalement dispersé avec les légendes juste en dessous. Je te propose de mettre la vidéo en pause le temps de faire ceci, et nous rajouterons juste en dessous les quelques propriétés qui sont associées à ces états. À la suite de ce que tu viens de noter, en l'occurrence à la suite des phrases en rouge, je te propose d'ajouter les propriétés correspondantes, à savoir pour un solide, le fait qu'un solide ait une forme propre et un volume propre, il peut être ni détendu ni comprimé de par sa structure, qu'un liquide a un volume propre mais pas de forme propre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être comprimé ou détendu, mais par contre il peut changer de forme aisément puisque les molécules peuvent bouger les unes par rapport aux autres, et le gaz, lui, est compressible, puisqu'on peut lui faire en moins de place, il y a pas mal d'espace entre les molécules, et il va occuper tout l'espace disponible, puisque comme les molécules sont en mouvement, si on augmente l'espace, elles vont s'étaler et prendre tout l'espace disponible. Eh bien, je te propose de mettre une fois de plus la vidéo en pause, de compléter ta leçon, avant de passer à la dernière partie. Dernier point de cette courte séquence, nous avons vu en 5e comment variait la masse d'un glaçon lorsqu'il fondait. Alors je repose la question comme si nous ne l'avions pas vu. Comment varie la masse d'un glaçon lorsqu'il fond? Est-ce que la masse augmente, diminue, ou est-ce qu'elle reste pareille? Eh bien la réponse, c'est évidemment qu'elle reste pareille. Un glaçon lorsqu'il fond ne va pas devenir plus lourd ou plus léger. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui, au niveau du modèle de la matière, nous permet d'expliquer cela? Eh bien, si tu as bien compris le modèle de la matière, tu auras compris que lorsqu'un glaçon fond, les molécules ne font que se réorganiser différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir leur structure extrêmement bien rangée et compacte, eh bien, en fondant, elles vont rester plutôt compactes, mais l'organisation va se défaire un petit peu, elles seront moins bien rangées. Par contre, il y aura toujours les mêmes molécules et évidemment le même nombre de molécules. Aucune molécule ne disparaît lors d'un changement d'état, et c'est la raison pour laquelle la masse se conserve lors d'un changement d'état. Je te propose maintenant de mettre une dernière fois la vidéo en pause pour compléter ce qui sera la fin de ta leçon